Bienvenue dans cet espace conversation avec, riche en contenus passionnants qui vous font voyager à travers des parcours inspirants de nos invités. Nous vous emmenons au cœur de l'histoire d'une figure de proue de l'univers entrepreneurial congolais, un leader avéré de l'agro-industrie, un champion qui a su conjuguer audace, courage et résilience. Il est président d'Unicongo depuis 2022. Il nous partage son histoire, son expérience et sa vision. Alors pour commencer, Monsieur le Président, vous êtes un leader aujourd'hui qui est très connu, qui n'est plus à présenter dans votre expérience, votre palmarès professionnel. Alors, on imagine bien que cela est parti des rêves d'enfant. Alors dites-nous, quel genre d'enfant étiez-vous? Écoutez, je pense que, c'est un trait que je continue à cultiver étant aujourd'hui adulte, c'est un enfant curieux. Un jeune curieux, qui se posait beaucoup de questions et qui cherchait les réponses à ces questions. Parce que lorsqu'on est curieux, il ne suffit pas de se poser des questions, mais il faut y trouver les réponses, sinon on n'en tire pas grand-chose. Et donc j'en tire aujourd'hui comme adulte. C'est une conversation d'ailleurs que j'ai eue récemment avec un de mes collaborateurs, qui s'étonnait que j'ai des connaissances sur une variété de sujets, notamment en attrait avec, soit mon métier, l'agriculture, soit l'économie. Et je lui disais c'est la curiosité qui m'emmène à apprendre, à me ressourcer, à élargir mes compétences dans tous les domaines que je touche. Donc c'est on va dire ce fil conducteur, que j'ai depuis l'enfance. C'est très bien. Enfant gâté aussi peut-être, non? Pas particulièrement, pas particulièrement. Je suis issu d'un foyer de parents qui croyaient en l'expérience socialiste du Congo, si je peux appeler ça comme ça. Et donc, c'est plutôt une éducation, hem, pas rigoriste, mais plutôt, on va dire stricte, avec un certain nombre Mm. de principes. Et donc, contrairement à l'image que certains, peuvent imaginer de la nomenclatura, si je peux utiliser ce terme, congolaise des années, 70-80, l'éducation de l'époque était plutôt assez stricte dans le respect des valeurs. Mhm. Alors vous avez étudié l'ingénierie de l'Internet à l'Université des Sexes en Grande-Bretagne, puis les études en télécom à l'EPIT à Paris. Alors une question, Monsieur le Président, qu'est-ce qui vous a attiré dans des nouvelles technologies lorsqu'on sait qu'à l'époque, cela n'avait pas assez d'attrait au niveau du public? Il faut être franc parce que c'est comme ça qu'on arrive à à aiguiller les jeunes. Il y a une problématique au Congo, c'est, l'orientation académique. Lorsque vous arrivez au collège, au lycée, à un âge où tout le monde s'interroge sur la future carrière qu'ils vont embrasser, on a cette difficulté au Congo, mais pas qu'au Congo, dans beaucoup de pays similaires aux nôtres, de ne pas avoir de conseiller d'orientation dans les écoles. Donc lorsque vous arrivez à la fin de votre cursus secondaire, une fois que vous avez eu votre bac, vous regardez un peu autour ce qui se fait et pour, on va dire les garçons, il est naturel d'aller un peu vers des métiers techniques, Mm. de l'ingénierie, à l'époque de l'informatique. C'est vrai que en Afrique en particulier, internet était, naissant, balbutiant, donc on peut Exactement. s'étonner de ce choix. Mais on va dire, j'ai d'abord été guidé par la volonté de faire de l'informatique au sens large et découvert les télécoms et découvert l'ingénierie de l'internet une fois que je me suis intéressé à quelle étude réaliser dans le secteur de l'informatique. Mhm. Alors justement, après vos études, vous intégrez plutôt le secteur bancaire. Quel regard portez-vous aujourd'hui de cette première vie professionnelle que vous avez eue loin du Congo, votre pays d'origine? Écoutez, au Puisque vous commencez à travailler en France. tout à fait. Ouais. Dès le début de ma carrière, je savais que j'allais répondre un jour à l'appel du pays. Je me voyais rentrer. Je n'avais simplement pas encore positionné d'horizon Mm. à cet objectif de retour au pays. Et comme je le conseille à tous les jeunes qui aujourd'hui sont dans la position dans laquelle j'étais il y a une quinzaine d'années, il faut d'abord faire quelques années de carrière dans un environnement différent du nôtre pour avoir une vision euh, du savoir-faire, une vision des métiers, une vision de comment l'entreprise est gérée différente de notre environnement, afin que, au-delà de votre compétence technique métier, quand vous rentrez, vous pouvez apporter aussi peut-être une expérience différente au Mm. niveau managérial et vous avez
on va dire, une vue complémentaire à celles et ceux qui auraient étudié et commencé leur carrière ici. Lorsqu'on a la chance, tout le monde malheureusement n'a pas cette chance, mais je le souhaite au plus grand nombre, lorsqu'on a la chance d'étudier à l'étranger, avant de rentrer, il faut y acquérir une expérience professionnelle, même courte, mais au moins voir autre chose avant de rentrer. Mmh. Cela pouvait peut-être vous emmener à poursuivre, dans ce secteur, même étant au Congo, mais et revenons au Congo puisque vous avez pris en 2012 une décision assez forte de revenir au pays et de tourner, vers, un autre univers qui est donc l'univers de l'agriculture. Alors pourquoi ce virage, dans ce secteur, en particulier? Si je réponds en 2 temps à votre question, déjà, pourquoi ne pas avoir poursuivi peut-être dans l'informatique bancaire? Ce qu'il faut savoir, ça commence à changer avec la construction des data centers dont on voit, qu'ils sortent de terre ces dernières années. À l'époque, il n'y avait pas d'infrastructure au Congo qui permettait à des applications d'être installées, hébergées au Congo. Donc la plupart des établissements bancaires ont, dans leur maison mère quelque part, leur structure informatique et au Congo, en réalité, ce ne sont que, des applications, d'accès à cette structure. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans l'informatique, dans ce genre de structure, en réalité, il n'y a pas de conception, il n'y a pas de travail d'ingénieur, Mmh. ce que je suis. Et donc, c'est vraiment de la maintenance, c'est du support utilisateur, c'est assez bas niveau. C'est pas réellement des tâches qui sont confiées ailleurs à des ingénieurs. Donc, il n'y a pas la matière, c'est pas très stimulant dans ce genre de structure. Bien évidemment, ça change, bien évidemment, il y a des structures de différentes tailles, mais donc l'informatique ne me permettait pas de trouver un environnement adapté on va dire, à mes attentes à Mmh. cette époque-là. Peut-être fallait choisir un autre secteur que l'agriculture, non? Tout à fait. En fait, la réflexion, et je l'ai dit à différentes reprises sur différents plateaux, à différentes étapes de ma carrière, la volonté a toujours été d'avoir de la plus-value. Comment, dans ma position, je peux avoir de l'impact? On a l'impression comme ça que c'est presque un slogan à l'époque du leadership où tout le monde est coach et leader, mais c'est vrai, je me posais la question, est-ce que, par exemple, on peut revenir sur le fait que j'ai travaillé dans le secteur bancaire, est-ce qu'en travaillant chez BNP Paribas, une énorme banque qui emploie à travers le monde 100 000 personnes, est-ce qu'en étant dans une petite case d'ingénieur informatique dans BNP, est-ce que j'avais un impact? La réponse, elle vient très simplement non, et que j'aurais beaucoup plus d'impact en rentrant au pays. Et je l'ai déjà dit également, je considère que lorsqu'on peut se le permettre, parce que tous les membres de la diaspora congolaise n'ont pas toujours l'opportunité de rentrer, n'ont pas toujours éventuellement des ouvertures, mais lorsqu'on a pu voyager, qu'on peut se permettre de rentrer, c'est un devoir citoyen de rentrer, de contribuer au développement de notre pays. Donc c'est cette recherche de plus-value, de retour au pays, de participation à la construction de notre pays, de son économie, qui m'ont semblé comme un passage obligé et que je devais rentrer. En dehors de cette vision noble, on se croirait aussi que peut-être que cela a été motivé par, la position de votre père qui, comme tout le monde le sait, hein, est un ancien ministre d'État qui a Tout à fait. occupé, le portefeuille du département de l'économie forestière, puis de l'agriculture. Peut-être motivé par ça aussi, non? Écoutez, si vous aviez le choix un peu facile d'habiter en Europe, d'être dépendant de vos parents, d'être assis à regarder la télé toute la journée, recevoir un peu d'argent à la fin du mois, est-ce que vous rentrez au Congo et pour vous investir dans le secteur qui est le moins développé qui soit? Je pense que la réponse, une fois qu'on a posé cette question, vient naturellement. Au contraire, c'est le choix de l'audace que de rentrer. Et c'est le choix, je considère en tout cas, en toute humilité, le choix de l'audace que d'aller dans un secteur qui est le moins développé de tous nos secteurs économiques. Mais par contre, je vais rebondir un peu sur ce que vous dites. Le fait d'être un fils d'eux, c'est un avantage naturel parce que vous imaginez bien qu'on a accès à un certain niveau d'études, on a certaines facilités et ce qui nous engage également à rétrocéder un peu quelque part à la communauté, d'où mon retour au pays. Mais ça n'a pas que des avantages. Vous dites par exemple que j'aurais pu bénéficier en revenant de cette facilité que d'être un fils d'eux. Dans le secteur de l'agriculture, par exemple, lorsque je commence à entreprendre en 2013, mon père est ministre de l'économie forestière. Et j'ai commencé en 2013 mes activités. Tout le monde peut les voir en allant sur la route de Maluku. J'ai une palmeraie. Il est difficile de la faire apparaître d'un claquement de doigts au moment où on est nommé, où son père est nommé à un poste. Donc cette palmeraie existait d'avant, mais quand mon père est nommé ministre de l'Agriculture, des gens m'appellent, m'envoient des messages en me disant: «Félicitations, vos activités vont à présent exploser. Vous allez bénéficier de l'appui du ministère, et cetera». Et le lien avec ce que je vous disais tout au début, cette éducation stricte, rigoriste, avec le respect
du bien de la propriété publique font que tous ceux qui connaissent mon père auraient dû comprendre à ce moment-là que ça n'aurait aucun impact pour mon activité. Mais les gens s'attendaient à ce que soudain, il y ait comme une explosion de cette activité agricole. Et pire que ça, à ce moment-là, donc on est en mai 2016, et j'entrevois que beaucoup de gens remettront en cause l'antériorité de mon activité et vont se dire que cette activité a commencé en 2016 avec sa nomination. Et je vais vous dire, en 2014, je suis passé à une émission qui, à l'époque, je ne sais pas si elle est toujours sur Télé Congo, s'appelait Tolo Nato Bokola. Donc, je suis passé dans cette émission. J'avais le fichier sur mon ordinateur après sa diffusion. J'ai eu aussi un article dans Forbes Afrique en 2013 ou 2014. Et comme mon père est nommé, vous allez comprendre le lien, je dis, là, il me faut faire un site Internet. Il faut commencer à communiquer. Il faut commencer à exister pour prouver l'antériorité de mes activités. Et mon site Internet de la société GTC, qui est ma première société dans le secteur agricole, date de mai 2016. Je l'ai créé à ce moment-là parce qu'il fallait tout de suite, dans l'urgence, faire comprendre aux gens que ça n'est pas un personnage bâti, sorti quelque part de la baguette magique du ministère qu'exerçait son père. Ça pouvait aussi produire un effet contraire puisque c'est en 2016 que vous créez le site. C'est à ce moment-là que le public aussi découvre de fond en comble vos activités. Malheureusement, quand on est dans la réaction, on est toujours en retard. Ouais. Tout à fait. C'est pour ça que aussi, malgré cela, tout à l'heure, je vous disais, on ne fait pas apparaître un palmier. Un palmier, ça produit au bout de 4 à 5 ans et ça a un cycle de croissance jusqu'à 8 ans. Donc, nos premiers palmiers, c'était une exploitation familiale d'abord à la base. On a été plantés en 2004. La route que vous voyez aujourd'hui qui mène à Maluku, pour passer là, aujourd'hui, physiquement, vous traversez notre domaine. C'est-à-dire qu'elle rentre dans notre domaine et elle en ressort. Et c'est la preuve physique, géographique que ce site existait même avant la route. Et cette route date de 2012. Ouais, donc, c'est ces éléments-là qu'il nous fallait mettre dans les esprits en disant ce site existait, il a une activité, une vision de ses promoteurs qui est une vision durable, de gestion réelle, on va dire comme une société à part entière et que ça n'est pas une aventure qui est éclose d'une position et d'une situation de rente. Pour être vraiment honnête, pensez-vous que la position de votre père à ce moment-là n'a pas joué un petit peu dans l'éclosion de vos activités quand même? Écoutez, malheureusement, c'est ce que beaucoup continueront à penser, c'est difficile de l'enlever. Je vais vous dire, quand mon père quitte même le ministère de l'Agriculture en 2021, certains services de l'État se rendent dans ma plantation pour chercher des traces de véhicules et d'engins de l'État. Ils n'en trouvent pas un seul et ne comprennent pas. Vous voyez? Et on a même été convoqués pour devoir s'expliquer, pas pourquoi on a trouvé, mais pourquoi on n'a pas trouvé. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que ça n'est pas qu'un avantage d'être fils de. Des fois, on vous fait presque un procès permanent sur l'accès, les facilités que vous auriez dans votre situation, mais on n'a pas à en rougir. Je pense que quand on est dans la position d'être connecté, peu importe que ce soit par un réseau privé, familial ou professionnel, il faut avoir des valeurs, il faut savoir ce qu'on apporte à la collectivité, il faut avoir une vision claire de ce pourquoi on est là et il faut avoir cette capacité à développer des choses durables et qui ont un impact socio-économique fort. Tout à fait. Tant qu'on a réuni tout ça, je pense qu'on a rien à nous reprocher. L'inconvénient Voilà. peut-être serait que cela vous emmène aussi à pouvoir être dans la posture de vous justifier pour prouver déjà vos capacités et pour enlever en fait ce genre de préjugés autour de votre personnage peut-être. De moins en moins, Ouais. de moins en moins. C'est arrivé, comme je vous le disais, autour de 2016, c'est arrivé autour de 2021. Mais j'ai fait mes preuves suffisamment. J'ai fait des études d'informatique, je suis ingénieur télécom, comme vous l'avez dit. Mais en toute humilité, ce dont je manque peut-être, je suis l'un des principaux experts agricoles du Congo, des principaux experts en gestion d'exploitation agricole. Je réponds régulièrement à des appels, à des demandes d'expertise technique. Et quelqu'un qui ne viendrait se positionner presque dans une situation de rente pour bénéficier de liens, de réseaux, ne peut pas avoir gagné tant d'expertise. Voilà, donc aujourd'hui, la légitimité que m'apporte mon expertise, ma connaissance du secteur, font que non, plus personne ne me fait ce procès. Et puis d'ailleurs, peut-être qu'on y reviendra, cette légitimité m'emmène aujourd'hui à être le président du patronat. Exact. Vous imaginez si le secteur privé congolais m'a élu,
on ne peut pas élire à la tête du patronat quelqu'un qui n'a pas la légitimité, qui n'a pas l'historique et qui n'a pas les compétences pour pouvoir piloter une organisation patronale de premier plan telle que Unicongo. Puisqu'on sait que vous êtes, PDG de CA Agri, qui est donc leader dans la production et la distribution, des intrants agricoles, une entreprise qui marche très bien peut-être, ou peut-être pas et cela pour vous poser une question liée au secteur. Est-ce que vous pensez que ce secteur marche très bien au Congo ou il y a encore des difficultés? Non, il est embryonnaire. Il est embryonnaire alors qu'il a existé à l'époque. Le Congo était un pays précurseur au niveau de l'agriculture dans les années 60-70 et puis tout s'est effondré lorsqu'il y a eu les plans d'ajustement structurel où le FMI a conseillé à des pays comme le Congo d'arrêter d'investir dans un certain nombre de secteurs Mmh. dont ils considéraient qu'ils n'étaient pas, est-ce que le terme à utiliser, le bon, rentable, on va dire quelque part pour Ouais, le le pays. secteur peut-être pour nous, c'était le secteur non, pétrolier. Ouais, c'était ça En le en terme. fait, l'agriculture congolaise, déjà à l'époque, ne fonctionnait pas parce c'était une agriculture portée, exécutée par des sociétés publiques. Des sociétés publiques qui étaient mal gérées comme des sociétés publiques dans d'autres secteurs Mmh. à l'époque et donc le FMI a demandé soit de les privatiser, soit d'arrêter de mettre de l'argent, de subventionner des sociétés publiques et ça a eu quel impact? Ça a eu pour impact qu'il y a eu un passage à vide du milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 2000, quasiment 20 ans, où il y avait plus d'entreprises agricoles d'une certaine taille au Congo. Des entreprises comme Sangapalm et autres, les anciennes entreprises publiques, ont fait faillite dans les années 90 parce qu'elles n'avaient pas de valeur tellement elles étaient mal gérées au moment où elles étaient en faillite. Elles n'ont pas pu être reprises par des sociétés qui auraient pu les ranimer, les développer. On voit par exemple la Saris, qui est une privatisation de la Suco, la société publique qui exerçait à l'époque du mono. La Saris était mieux gérée, on va dire, donc c'est celle qui a survécu, mais toutes les autres sociétés ont disparu. Et ça veut dire que, quel est le lien aussi avec la question que vous m'avez posée? Depuis les années 80, il n'y a plus eu, jusqu'au milieu des années 2000, d'agronomes congolais qui ont eu une expérience de terrain. C'est-à-dire les agronomes, les quelques agronomes qui ont été formés, c'était des agronomes de bureau qui n'ont pas eu OK. d'expérience de terrain, qui n'ont connu que la théorie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver une grande exploitation agricole au Congo où le responsable d'exploitation était un Congolais. Ça n'existe pas. Pas une seule. Pas une seule. Pourquoi? C'est pas parce qu'on ne veut pas employer des responsables d'exploitation congolais, mais il n'y a plus d'expertise. Les jeunes qui ont été formés, qui arrivent de nouveau sur le marché, n'ont pas, eux, suffisamment encore d'expérience. Et donc, tout est encore en train de se remettre en place Mmh. pour pouvoir remettre sur pied une vraie filière. Peut-être, penser à travailler sur, cette information, emmener, les jeunes à pouvoir embrasser, ce secteur dans la formation pour Il y être, a, il y a, il y a il y a des jeunes qui, de plus en plus, se forment. La difficulté, c'est que il manque encore de sociétés à même d'être en capacité de les employer. On va dire l'agriculture au Congo, c'est une trentaine de sociétés. Une trentaine de sociétés. Il y a beaucoup plus d'acteurs qui sont impliqués dans l'agriculture, mais les sociétés durables qui produisent, qui sont réellement gérées comme des sociétés à part entière, il y en a une trentaine et ça ne suffit pas et pas à assez. employer, voilà. Et ce qui fait, et puis il y a aussi cette ancienne culture qui est souvent décriée par nos pouvoirs publics, celle de rêver d'être fonctionnaire. Donc beaucoup même d'agronomes se projettent au ministère de De l'Agriculture. l'agriculture. Voilà, et donc j'ai pour habitude de faire une blague en disant les agronomes congolais, ça va les fâcher pour ceux qui m'écouteront, sont plus à même de faire pousser du maïs sur des rames de papier que dans le sol. Alors puisqu'on parle, jeunesse et on parle entreprendre, vous êtes Unicongo, vous êtes donc, cette union patronale. Vous avez des projets, dans ce sens pour accompagner la jeunesse congolaise. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Est-ce qu'on peut compter sur vous, pour essayer d'amplifier l'action dans ce sens? Écoutez, l'Unicongo, c'est, comme vous l'avez dit, c'est un syndicat patronal. Et le rôle d'un syndicat patronal, c'est de représenter, d'accompagner ses adhérents, qui sont donc des sociétés du secteur privé national. Et dans ces missions, il nous faut bien évidemment concourir à faire monter en compétence la main-d'œuvre qui demain ira être embauchée dans ces sociétés. Donc, parmi les volets des services que nous offrons à nos adhérents de façon indirecte pour celui-là, il y a le fait de former la future main-d'œuvre. Mais il nous faut aller au-delà de former purement la main-d'œuvre. Il nous faut participer aussi peut-être à former les futurs entrepreneurs
qui demain, lorsqu'ils créeront leurs activités, deviendront aussi des adhérents d'Unicongo. Et au-delà de ça également, en formant des entrepreneurs, nous permettant d'élargir, pourquoi pas, le tissu des prestataires, des fournisseurs, dont les clients seront des adhérents d'Unicongo. Mais aussi, nous avons un autre intérêt à travailler, à créer un tissu entrepreneurial, à former les jeunes. C'est pour réduire l'attrait de l'informel. Vous voyez, il y a beaucoup d'informels dans les économies comme celle du Congo. Et l'informel, c'est la pire des compétitions que le secteur privé formel pourrait avoir. Et donc, il est de notre intérêt de former les jeunes à créer des entreprises formelles, aux meilleures pratiques de gestion, à développer des activités durables, citoyennes, respectueuses des règles et règlements. Donc, pour cela, on a différents programmes. On a également des programmes de OK. mentorat pour les jeunes étudiants, mentorat pour les femmes. Donc, on est très investi dans l'accompagnement des jeunes pousses. Et aussi, on est en train de mettre en place, en partenariat avec le FIGA, une plateforme de formation qui permettra aux jeunes porteurs de projets ou aux jeunes pousses entrepreneuriales. Pour les porteurs de projets, ça leur permettra de partir de l'idée à la mise en œuvre Très bien. de leur entreprise. Pour les jeunes pousses entrepreneuriales, donc qui sont déjà actifs dans l'entrepreneuriat, ça leur permettra à travers ces formations de se calibrer par rapport aux meilleures pratiques, de savoir si ce qu'ils font correspond bien aux standards en termes de gestion d'entreprise, est-ce qu'il leur a pas manqué un certain nombre d'étapes dans la construction de leur entreprise, etc. Voilà, donc un panel assez riche, assez large d'actions vis-à-vis de la jeunesse, des entrepreneurs Et en tout général. cela est encore une projection ou vous avez déjà amorcé quelques étapes? Tout ce que je vous dis là est en cours. Vous pouvez d'ailleurs nous suivre sur les différents canaux, dans les médias, sur les réseaux sociaux régulièrement. Nous sommes actifs. Nous sommes à la 2e année de notre cohorte d'accompagnement OK. d'étudiants. Nous sommes en plein dedans. En ce moment même, certains de ces étudiants à Pointe-Noire visitent des entreprises, sont dans l'immersion pour comprendre réellement quel est le monde de l'entreprise. Par exemple, on ne veut plus avoir de jeunes qui nous disent demain, en cherchant de l'emploi, je veux travailler dans le pétrole. Non, ils doivent savoir exactement ce qu'ils veulent faire dans quel type d'entreprise. Dans le pétrole, l'amont, l'aval, le pétrolier, le parapétrolier, qu'ils sachent ce que c'est ces métiers, ce que c'est ces secteurs d'activité. On les emmène au contact de ces métiers, mais pas que dans le transport, la logistique, Très bien. dans l'agriculture. Même Mmh. hier, les jeunes de la cohorte de Pointe-Noire ont visité une société agricole à Pointe-Noire, une société qui est à Tchambanzassi. Donc, vous voyez, on est assez diversifié. On a donc le programme, je vous disais, d'accompagnement, de mentorat de femmes, Bassina Bisso, qui bat son plein, je pense, depuis 3 ou 4 mois, qui est en cours. C'est un programme de mentorat, d'accompagnement de femmes porteuses de projets ou de jeunes cadres qui veulent évoluer dans leur Tout à carrière. fait, on n'a pas beaucoup en ce moment. Des femmes, qui entreprennent. C'est dans notre rôle parce que vous savez, les règles, on va dire, de bonne gouvernance au niveau mondial imposent aujourd'hui de respecter le genre, de respecter au moins d'avoir une volonté d'atteindre un jour la parité. Et donc, il revient aussi aux entreprises de jouer leur jeu en embauchant suffisamment de femmes. Et on ne peut pas ne faire que dire il n'y a pas suffisamment de femmes cadres. Si on se plaint qu'il n'y a pas suffisamment de femmes cadres, il faut donc participer à leur formation. Et nous, Unicongo, on se charge de cela afin de fournir des cadres féminins de qualité à nos adhérents. Mais il y en a de plus en plus. Moi personnellement, je rencontre beaucoup de jeunes femmes très compétentes, très talentueuses. Il faut leur donner les clés pour pouvoir éclore, se développer, prendre la parole de façon un peu plus incisive dans des sociétés où il faut le reconnaître, où la part belle est quand même faite encore. Mmh. Alors, on ne peut pas ne faire que se plaindre, comme Mmh. je le disais là, du manque de main-d'œuvre. Il faut donc participer à son éclosion. Et pour ça, Unicongo est très actif. On a des partenariats, je le mentionnais à l'instant, avec le FIGA, avec le FONEA. Nous faisons des formations nous-mêmes. Nous avons le BIT qui nous accompagne. On a mis en place, il y a 1 an de cela, une plateforme de formation en ligne et qui forme aujourd'hui. D'ailleurs, on a un partenariat, le lien, je le fais avec ça, avec le PNUD, qui a mis en place avec le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi le programme Stagi pour Stagiaire. placer dans les années qui viennent 10 000 jeunes. Et c'est Unicongo, à travers sa plateforme mise en place en partenariat avec le BIT, qui fait la formation initiale de ces jeunes avant qu'ils aillent à une entreprise démarrer leur stage. Il y a un certain nombre de formations qu'on a sur notre plateforme qu'on appelle e-campus, qui permet aux jeunes de se former en communication d'entreprise, en gestion du temps et des priorités. On leur apprend même les bases du droit du travail, comprendre ce que c'est qu'un CDI, un CDD, comprendre les règles qui régissent l'exercice des professions, etc. Et tout ça, ça leur fournit le minimum requis, mais indispensable pour
commencer un stage de façon la plus opérationnelle possible. Très bien et cela attire beaucoup de jeunes. Ils sont très enthousiastes à adhérer à cette idée-là, Oui, il y c'est a plusieurs centaines, depuis le début de l'année, il y a plusieurs centaines de jeunes qui y ont été formés. Pas plus tard que ce matin, nous faisions un point. On me disait que 2 sociétés de la place, une société pétrolière qui va prendre ce mois-ci 40 jeunes en stage, bien. une banque de la place qui va en prendre 50. Le mois dernier, je pense qu'il y a une session, non, peut-être au mois de mai, il y a une session à Brazzaville de formation de 173 jeunes qui après sont allés également en entreprise. Le PNUD et le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi pourront publier des statistiques dans les mois à venir pour faire un bilan peut-être en fin d'année ou bien à une étape intermédiaire, les statistiques de ce programme, mais nous en sommes très satisfaits Mmh. et nous y participons de façon très active. On imagine que la tâche n'est pas facile, déjà, porter, le patronat et à côté vos propres, initiatives. Tout à fait. Comment arrivez-vous à gérer tout cela? Une entreprise qui ne peut pas survivre à son promoteur est une entreprise qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire si le patron doit être, toute la journée assis au bureau à donner des ordres, à contrôler, à signer des documents, c'est que l'entreprise n'est pas durable. Avant même de se projeter dans quelques dizaines d'années dans la transmission à la génération future, si pendant l'exercice de vos activités, vous ne pouvez pas quitter le bureau, ça veut dire que l'entreprise est fragile. Mmh et à côté de cela, vous avez une vie de famille. Tout Vous à êtes fait, père, vous êtes époux. tout à fait. Comment arrivez-vous à concilier ces aspects que vous incarnez? Je suis, à 100 dans tout ce que je fais et j'espère m'être suffisamment bien organisé. Ça veut dire que lorsque je suis au bureau, je suis à 100 au bureau. Lorsque je suis à la maison, je suis à 100 à la maison. J'essaie de dédier, mes temps libres, à ma famille. Je suis très présent aux côtés de mes enfants qui se plaignent des fois de mes trop nombreux voyages, mais je leur fais prendre du recul en leur faisant se rendre compte que lorsque je suis là, je suis très souvent là Ah ça, c'est et je très suis engagé. On peut déborder peut-être de l'interview, mais je vais par exemple à la piscine avec mes enfants. J'arrive à trouver ce temps et je le vois des fois quand je vais dans les piscines publiques à Pointe-Noire où les gens me regardent en disant: «Tiens, le président du Congo vient à la piscine au Hilton». Oui, parce que je ne suis pas le président mmh, du Congo. Le dimanche à mmh, 14h, je suis le père de mes enfants. mmh. C'est très bien et ça se passe très bien, on imagine bien. On peut aussi se dire que, peut-être qu'un point peut affecter un autre point. C'est vrai que vous essayez de tout faire au mieux que cela peut être possible à votre niveau, mais naturellement, forcément, il y aura peut-être, Oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Peut-être que, si on repart sur mes activités, professionnelles, j'aurais pu diversifier mes activités pour ne pas rester que dans le secteur de l'agriculture. J'aurais pu me diversifier. Je l'ai très peu fait et c'est peut-être justement dans cette phase, 10 ans après le démarrage de mes activités, la stabilisation de mes activités, où j'aurais pu me dire: «Maintenant, je veux me diversifier, faire autre chose» et au lieu de me diversifier dans mes activités professionnelles, je me suis mis à la tête du patronat. Donc peut-être effectivement, si on pouvait trouver quelque chose que le patronat m'aura retenu de réussir à faire, c'est bien cela. Cependant, au patronat, nous avons des règles qui sont qu'au-delà de 2 mandats, personne ne peut exercer la présidence et je vais m'appliquer avec beaucoup de rigueur cette règle. Il ne me reste, si je me présente l'année prochaine, qu'un seul mandat et rien ne m'empêche à la suite de celui-là de recommencer à développer de façon encore plus active mes activités. Mmh. Une expérience riche, un parcours, élogieux. On imagine toutes les batailles et tous les défis que vous avez eu à relever. Est-ce qu'il y a eu quand même quelques moments d'échec, dans votre parcours qui aujourd'hui vous ont permis de vous transformer? Oui, bien sûr. Mais avant même de parler des échecs, j'ai pivoté en partant de l'informatique vers l'agriculture et à un moment et je me souviens avoir, réfléchi à cela. Est-ce que je ne me suis pas trompé dans mes études? Parce que vous allez à l'université, vous passez j'ai fait, 5 ans d'études, donc après 5 ans passés à étudier, vous abandonnez complètement ce métier, mais est-ce que vous n'avez pas perdu votre temps? Mais je me rends compte au quotidien que, les études d'ingénieur, peu importe en quelle matière, vous donnent une façon de penser, vous donnent des clés de réflexion, de résolution de problèmes. J'ai une façon de penser très algorithmique. Je suis très orienté, je veux dire mes équipes en permanence de l'être également, très orienté solution et tout ça, ça vient de mon cursus, académique et je pense que du coup, je n'ai rien à regretter. Dans le secteur agricole, j'ai fait beaucoup d'erreurs, comme quiconque qui ne serait pas formé irait s'investir dans un nouveau secteur, en choisissant des fois des cultures qui n'étaient pas les bonnes dans le sol de mon exploitation,
en faisant des erreurs en termes d'efficacité, de rendement, etc., que j'ai toujours mis beaucoup de soin à corriger. Et c'est pour ça, aujourd'hui, lorsque je vous disais que je me considère comme un expert du secteur, un expert qui a appris de façon empirique en tirant bien et attentivement, soigneusement les leçons de ses échecs. Et lorsque je donne, avec beaucoup d'humilité des leçons, des conseils dans mon secteur, je dis toujours: «Je ne le donne pas du haut du piédestal de l'expert omniscient, mais je le donne, avec le recul de celui qui a fait les erreurs que vous êtes peut-être en train d'aller faire vous-même». Voilà, et ça permet de briser la glace de l'expert et de celui qui l'écoute en disant: «J'ai été comme vous, mais je veux m'assurer que votre parcours soit moins semé d'embûches». Donc, ouais, je pense même que malgré les erreurs, ça a été quand même formateur parce qu'aujourd'hui, j'ai tiré les leçons et ça m'a permis de corriger un certain nombre de choses, de permettre à d'autres d'en tirer parti, de développer leurs activités différemment. Donc, je le vois pas tant que ça comme des échecs et surtout lorsque vous en tirez parti, je pense qu'on peut considérer que ça fait partie du parcours d'obstacles de l'entrepreneur lambda. Mmh. Alors, Monsieur le Président, nous tendons vers la fin de notre conversation avec vous. Alors, puisqu'on a parlé de vos projets, de votre histoire, de votre expérience et de tout ce que vous faites au niveau du patronat pour encourager les jeunes à entreprendre et aussi les former pour les rendre compétitifs. Si aujourd'hui vous avez un message à dire à un jeune Congolais qui a des rêves, mais freiné par la peur, parce que ne sait pas trop sur quoi il s'engage, quel serait ce message? Je dirais que, il faut faire une introspection. Tout porteur de projet, tout jeune qui développe une idée, fait une introspection. Avant, d'attaquer la mise en œuvre de son rêve, il faut savoir ce qu'on est capable de faire. Il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Il faut savoir quels seraient les facteurs de succès uniques que nous aurions en comparaison avec n'importe qui d'autre sur le marché. Parce que, les idées se confrontent très vite à la réalité lorsque vous arrivez dans un secteur où d'autres ont déjà mis en œuvre la même idée. Même si l'idée est unique, il faudrait vous assurer qu'elle ne soit pas reproductible et la meilleure façon qu'elle ne le soit pas, c'est vous-même en ayant des compétences clés qui font que vous allez développer cette idée de façon unique. Donc, il est important pour les jeunes, au lieu d'embellir le plus possible leur idée, leur vision, d'abord faire un travail sur eux-mêmes. Quelles sont leurs forces? Quelles sont leurs faiblesses? Pas simplement pour en dresser la liste, mais au cas où ils ont des faiblesses, trouver des solutions pour les corriger et les développer. Se former, se former, se former. Très C'est bien. très important. Et se faire aider aussi par, ceux qui sont plus expérimentés, qui sont déjà passés par ces chemins et qui ont eu de l'expérience comme vous. Les leaders véritables sont disponibles, joignables. Peut-être ne disposent pas toujours du temps, mais en tout cas, sont toujours à l'écoute lorsqu'ils le peuvent. Très bien. Il est bon d'avoir un rêve, une vision, mais l'idéal serait de se former pour se rendre compétitif. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Suivez-nous pour plus d'épisodes de Conversation avec. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne manquer aucun partage lors des conversations avec.